Bonjour Antoine. Ouais, bonjour à vous aussi. Bonjour Simon, bonjour Martial. On commence traditionnellement ces interviews par la même question. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Oui, je m'appelle Antoine Cochin. Je suis né en Haute-Savoie, je suis arrivé en Normandie, j'avais 9 ans. Et puis j'ai passé ma vie professionnelle dans l'Eure. Et maintenant, je suis toujours dans l'Eure. Voilà. Parfait. La suite va se concentrer un peu sur ta vie musicale. Est-ce que tu peux nous expliquer comment et quand tu es devenu musicien ou apprenti musicien? Ça a été assez tardif en fait. J'ai commencé vraiment à jouer un peu de musique en 2004-2005. Et puis, depuis, j'ai pas arrêté. Mais cette envie existait déjà depuis 1975. Je suis né en 60 et j'ai découvert la musique irlandaise dans les années 75-76. On reviendra peut-être tout à l'heure là-dessus. Comment c'est fait. Et pendant très longtemps, je travaillais, j'avais une vie de famille, j'avais un grand engagement aussi dans le sport, parce que je fais d'autres choses à côté, donc j'avais pas beaucoup de temps. Et puis, donc tout ça a été resté dans le flou, et puis tout d'un coup, en 2004, il s'est passé un événement un peu particulier. C'est que ma sœur, qui était directrice de l'école de musique de Pont-Audemer, a décidé pour une année, pour ses élèves, de faire venir Philippe Gibaud, de l'association Galaor, pour faire travailler les jeunes élèves sur l'apprentissage de la musique sans partition. Donc Philippe Gibaud est arrivé et il les a fait travailler sur un répertoire irlandais. Voilà. Et comme moi, c'est déjà ce que j'écoutais depuis longtemps, ma sœur m'a proposé, intègre-toi dans le groupe, et puis tu verras ce que tu peux faire avec tes instruments. Voilà. Et depuis, c'est parti. Tu pratiquais déjà un peu de ton côté avant? Je pratiquais un peu de whistle. Où j'avais 14-15 ans, quand j'ai entendu pour la première fois de la musique irlandaise, je me suis acheté un whistle à, je sais pas combien ça coûtait à l'époque, 10 francs, 15 francs. Et j'ai essayé déjà de mettre mes doigts dessus, de voir comment ça fonctionnait. J'ai eu ça dans la poche pendant 2-3 ans. Et puis, après, tout ça est resté de côté. Donc, j'avais déjà un petit peu manipulé l'objet, mais sans plus. Je faisais un peu de guitare, parce que j'avais des frères qui avaient des guitares aussi, donc on jouait un petit peu ensemble. Donc, la musique, j'en avais déjà un petit peu fait, mais sans rien de théorique, simplement comme ça, trouver les notes sur une guitare, par exemple. Et puis après, je vous dis un grand vide de rien. Est-ce qu'on peut revenir sur cette période pour se concentrer sur comment tu as découvert la musique irlandaise avant même peut-être de la pratiquer? Quand je l'ai découverte, alors là, ça a été une sorte de choc. Alors on est dans les années 75, j'ai 14 ans et demi, 15 ans. J'habite à Pont-Audemer, donc une petite bourgade. La vie culturelle à Pont-Audemer est pas énorme. Et les seules choses que j'écoutais à cette époque-là, en rentrant du collège, c'était ce qu'on appellerait le top 50, des trucs comme ça. Donc c'était Claude François, Sheila, Dalida, etc. Bon, on avait que ça sous la main, en tout cas à Pont-Audemer. Et puis il y avait une émission le midi qui s'appelait Dimanche midi ou un truc comme ça. Et un jour, alors, je sais pas ce qui s'est passé, il y a des types qui ont été invités. Ils avaient des cheveux longs jusque-là et ils jouaient tous des instruments différents avec une sonorité qui n'avait rien à voir avec ce qu'on écoutait à la radio. Et c'était le groupe Malicorne. Donc ça a commencé avec ça. Et là, je me suis dit, tiens, ça, franchement, j'ai jamais entendu ça. C'est vraiment quelque chose qui me parle. En plus, le look, ça correspondait tout à fait à ce que j'imaginais de merveilleux, d'avoir des cheveux longs. Moi qui n'avais pas le droit d'en avoir, des cheveux longs, je trouvais ça génial. Et le fait de faire de la musique qui n'était pas de la musique de variété, je me disais, mais c'est pas possible, ça peut pas exister. Et quelques temps après, il y a un autre type qui est passé, qui lui jouait de l'art. Il avait aussi les cheveux très longs. Pour moi, c'était fascinant.
C'était Alan Stivell voilà. Donc c'est par eux que ça a commencé. C'est en écoutant ces deux groupes-là. Alors pour l'instant, en musique irlandaise, on ne sait pas trop où elle est. Cette même année, ma mère est anglaise. Donc régulièrement, tous les ans, au mois de septembre, avec mes parents, on partait en Angleterre, voir la famille. Et cette année-là, mes parents avaient décidé de partir en Irlande. Donc on a fait un voyage en Irlande, on a passé 2 semaines en Irlande avec un minibus, voyage itinérant. On est arrivé un soir dans une ville qui s'appelle Tralee, début septembre, c'était le festival de la Rose. Donc il y avait plein de gens dans les rues, il y avait plein de gens qui jouaient. Et le soir, mon père nous emmène, lui il va prendre une bière dans un pub, et il nous laisse, nous qui étions mineurs, il nous laisse devant une scène. Et sur la scène, il y avait 5 personnes, 5 gars qui jouaient la musique irlandaise. Et là, je suis resté devant ces 5 personnes, mais alors scotché, immobile, complètement en transe à écouter une musique qui pour moi c'était exactement ça. Voilà, c'était ça que je voulais. Et il y a un moment, il y a le guitariste qui perd son médiator, et par bonheur, je sais pas, son médiator, un petit médiator bleu triangulaire en plastique, qui tombe juste à mes pieds. Je l'ai ramassé, et pendant bien une dizaine d'années, je l'avais gardé avec moi dans la poche, une sorte de porte-bonheur, etc. Voilà. Donc moi, la musique irlandaise, elle est née à ce festival de la Rose à Tralee en 76. À partir de là, j'ai commencé à regarder ce que je pouvais trouver à Pont-Audemer comme musique irlandaise. Et à l'époque, il y avait encore dans les petites villes, il y avait encore des gens qui vendaient des disques, qui vendaient, voilà. Et il y avait dans le bac, on va dire musique traditionnelle, on pouvait trouver alors pas mal de groupes plutôt bretons, et puis quelques disques de musique vraiment irlandaise, les Chieftains, voilà, ce que tout le monde a connu dans les années 70. Et les premiers disques que j'ai trouvés sont ceux-là. Le premier vrai disque qui m'a lancé sur les whistles, parce que oui, c'est vrai que je joue du whistle en fait, j'en ai pas parlé tout à l'heure. Un disque d'un groupe qui s'appelle The Wolfhounds. En fait, c'est des gars d'Irlande du Nord. Je crois qu'ils ont fait deux vinyles. Des gars d'Irlande du Nord qui chantent que des chansons révolutionnaires. Donc c'est très marqué politiquement. Et il y a un morceau, il y a juste Boron, guitare et Tin Whistle. Et le morceau un peu plus rapide de Tin Whistle, je crois que c'est Morrison G. Et c'est le premier morceau que j'ai essayé de trouver avec mon whistle dans ces années-là. Les années qui vont arriver après, je vais arriver à Rouen en tant qu'interne, et c'est là où je vais découvrir que, en fait, dans le monde, il y a des idées qui peuvent se propager et qu'on peut être d'idées différentes. Je vais commencer à m'intéresser on va dire, à la politique, et le lien avec la musique irlandaise, avec ces chansons révolutionnaires, c'était tout à fait ce qui me correspondait, en tout cas à cette époque-là. Les catholiques d'Irlande du Nord qui étaient en butte à la violence de la police anglaise, ça correspondait tout à fait on va dire, au monde dans lequel je vivais à l'internat, avec des gens qui étaient plutôt d'extrême gauche. Donc la musique irlandaise, il y avait à la fois le choc du son, on va dire au départ, du son et des rythmes, et après il y avait le discours politique des chants un peu révolutionnaires qui m'avait bien marqué. Est-ce que tu saurais nous citer quelques noms peut-être de premières inspirations qui te donnaient envie de la jouer? Là, ce qui est fascinant, c'est que tu nous parles presque de gens dont on saura jamais le nom finalement, de ces types qui étaient sur une scène. Non, ça on saura jamais. Comme ceux du vinyle là, qui me reste encore en mémoire. J'ai essayé de retrouver après leur nom, mais c'est des gens inconnus qui ont mis une pierre dans la boîte. Alors mes inspirations, alors après c'était plus tard, à partir de 2004, donc après 30 ans où j'écoutais plus trop de la musique irlandaise en fait. J'écoutais beaucoup plus de musique du monde. Ouais, musique du monde, c'est plutôt ça qui me plaît dans la musique, c'est de retrouver
des choses qui peuvent être faites, ou de la musique qui peut être jouée sans avoir besoin d'électrification, sans avoir besoin d'un local particulier. C'est pour ça que la musique irlandaise, après, c'est vraiment ça. On peut jouer ensemble juste avec un instrument, sans avoir besoin de sophistication pour la musique. Quand j'ai vraiment recommencé à prendre un whistle en 2004-2005, au départ, à part les Chieftains, à part le Bossy Band, les grands classiques, j'avais pas trop de base sur quoi m'appuyer. C'est seulement après que j'ai commencé à écouter un peu plus, et puis à trouver, essayer de trouver des personnes que je pourrais écouter, puis essayer de comprendre un peu comment ils jouaient. Alors en fait, il y en a pas beaucoup. Il y a Marie Bergin, en plus elle avait fait des CD justement sur le tin whistle, ce qui est pas mal. Sinon, des joueurs de tin whistle, il y en a pas énormément. Après, c'est plutôt, il faut écouter plus des flûtistes qui peuvent utiliser les deux. Mais j'ai pas comme ça en tête de personnes particulières. Alors après, il y a des gens que j'ai rencontrés qui jouent du tin whistle. Là, j'ai Martial en face de moi. C'est vrai que quand je l'ai entendu jouer les premières fois, je me suis dit, ah ouais, c'est pas mal quand même. On peut faire quand même des choses. Voilà. Donc ça m'a servi aussi, pour ça on y reviendra peut-être tout à l'heure avec les sessions, à quoi ça sert et tout ça, mais voilà, il y a des choses. Mais je peux pas dire que j'ai un modèle en particulier. Nous, on te connaît notamment pour ta pratique du whistle, en session et ailleurs, mais qu'est-ce qui te plaît à propos de cet instrument que tu pratiques? Et est-ce que tu as pratiqué ou tu pratiques toujours d'autres instruments? Ce qui me plaît dans le whistle, c'est la simplicité. Donc, une tige de bois, 6 trous, un sifflet, et ça fait un instrument. Je crois que c'est ça l'essentiel pour moi au départ, c'est qu'avec rien, ou avec le minimum, on peut faire déjà quelque chose d'exceptionnel. Mais alors, je peux faire le parallèle quand même aussi avec les arts martiaux. C'est-à-dire que dans les arts martiaux japonais, en tout cas ceux que je pratique, il y a des armes. Donc il y a le sabre, des lances, des hallebardes, etc. Mais l'arme qui me fascine le plus, c'est le bâton. Un objet tout simple qu'on peut trouver pratiquement sans aucun effort et qui contient en lui-même l'essence même de ce qu'on peut faire avec. Et pour moi, le whistle, c'est la même chose. Voilà, c'est ça. Les autres instruments, j'adore. Bon, il y en a d'autres que j'ai. Je répondrai à la question, la deuxième là qui va derrière. Mais c'est des instruments qui ont été manufacturés. Il faut un savoir-faire pour l'utiliser. Il y a des techniques particulières. Alors que le whistle, il suffit de savoir poser des doigts sur des trous, de souffler, ce que tout le monde sait faire, et à partir de là, on peut déjà avoir des notes. Moi, c'est ça qui me fascine dans le whistle. C'est pour ça que en instrument avant, je suis pas allé faire autre chose. Il y a beaucoup de whistlers qui font de la flûte traversière. Et moi, la flûte traversière, non, ça m'a jamais tenté en soi. J'ai un fils qui en a fait pendant de nombreuses années. J'ai essayé, j'ai essayé quand il était jeune, enfin quand il était petit, avec ses premières traversières. J'ai essayé moi de m'y mettre, mais bon, en même temps, non, ça va pas. J'arrive pas à avoir le souffle qui rentre dedans. Et puis non, c'est pas un instrument qui m'intéresse en soi. Alors après, d'autres instruments, oui, j'en ai d'autres. Je reviens à 1976, découverte à la télévision qu'on peut faire autre chose que de la variété. Cette soirée passée à Tralines devant ce groupe dont on saura jamais le nom. Et mon anniversaire qui arrive, et mon père vient à Rouen, il m'emmène dans une boutique d'instruments de musique qui avait rue Grand Pont, un truc comme ça, je sais plus. Et je ressors de là avec un dulcimer. Alors dulcimer, pareil, truc tout simple, 4 cordes, il suffit de mettre les doigts sur là où les cordes sont serrées, et puis on a tout de suite la mélodie, et en plus on a les 2 cordes qui font bourdon, donc on a déjà tout l'accompagnement pratiquement qui est prêt. Voilà. Donc dulcimer, et ce dulcimer, je l'ai toujours, depuis 1976, alors maintenant il est un peu... Je me rends compte maintenant que c'était vraiment pas de la qualité, mais pour l'époque, c'était voilà, ça, c'est un instrument qui me plaisait à l'époque. Alors après, avec le temps et avec le début quand je me suis réinvesti dans la musique irlandaise, je me suis acheté, j'ai Boron, j'ai une bombarde aussi à la maison. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai une guitare. Et puis dernièrement, je me suis lancé dans le banjo. Voilà, j'adore le banjo. Avec ta découverte et ta pratique plus intensive notamment du whistle et de la musique irlandaise de manière générale,
Est-ce que tu crois que tu peux nous expliquer les difficultés que tu as rencontrées dans ton apprentissage de cette musique? Bah, j'aurais presque envie de dire que j'ai pas trouvé que c'était difficile au départ. J'ai trouvé que c'était tout simple, enfin que c'était facile. Mais après, c'est avec le temps. Mais c'est comme tout, c'est comme quand on se lance dans une activité. Au départ, comme on n'a aucune notion de vers quoi on va, c'était juste dans l'instant. Donc au début, essayer de trouver le début de Morrison Gig quand j'avais 15-16 ans. Donc je mettais le vinyle sur le tourne-disque, je mettais le bras, j'écoutais 3 secondes, je réécoutais 3 secondes, je remettais, puis après j'essayais de faire. Je trouvais pas ça difficile. Après, enlever les doigts les uns après les autres, les remettre dans l'ordre, ça allait. Par contre, après, quand je me suis remis vraiment, pareil, au début, c'est pas difficile, mais au fur et à mesure que je commençais à avoir des morceaux dans les doigts, il y a tout d'un coup, il y a d'autres portes qui s'ouvraient. C'est-à-dire qu'après, je me disais, oui, mais ce morceau-là, bon, c'est bien, là, je peux le jouer comme ça, je sais le jouer de cette façon-là, mais si j'écoute sur un CD, par exemple, ah oui, tiens, à ce moment-là, il a changé une note. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je crois que la difficulté pour moi, après, mais même elle l'est toujours, hein, c'est plus comment faire varier cette musique pour éviter le répétitif. Et puis, alors après, on va rentrer dans des considérations peut-être plus techniques, mais alors, la technique, pour moi, parce que j'ai pas de formation musicale, de rien du tout, comment faire vibrer cette musique, comment la faire, on dirait la faire danser, comment faire que quelqu'un qui l'écoute ait envie de taper du pied. Parce qu'au départ, en réalité, la musique irlandaise, moi, ce qui m'a fasciné, c'est ce côté rythmé. J'aimais bien Claude François quand j'avais 12 ans, j'adorais Claude François quand j'avais 12 ans, mais je n'écoutais pas les paroles de ces chansons. La chose qui m'intéressait, c'était la rythmique qu'il y avait derrière et qui faisait qu'on avait envie de sauter. Voilà. Et dans la musique irlandaise, c'est ça. Que ce soit dans les reels, dans les jigs, dans les handpipes, il y a une façon de mettre les choses en place, et qu'on le veuille ou non, on ne peut pas s'empêcher de mettre le corps en mouvement. Et je trouve ça vachement intéressant cette sensation de sentir que le corps de lui-même se met tout seul à bouger. Mais c'est une musique qui marque, qui est vachement rythmée. Et ouais, mais alors non, pas que. Parce qu'en même temps, c'est une musique à émotion. Il y a des morceaux que je peux écouter, et tout d'un coup, ça me met dans une mélancolie ou dans une tristesse sans nom. Et puis d'autres pour lesquels je vais avoir envie, une fois que le morceau sera fini, je vais avoir envie de sortir, de faire courir, d'aller faire du sport, de faire un truc, des morceaux qui donnent la pêche. Ce qui me fascine de plus dans la musique irlandaise, c'est ça, c'est cette capacité à juste avec quelques notes, à donner toute une gamme de couleurs et toute une gamme de sentiments ou de sensations, et ça peut durer toute une vie, puisque à chaque instant de la vie, on peut avoir besoin de tel morceau. Je sais pas je crois que je suis parti un peu loin. Il n'y a pas de problème, Antoine. Finalement, tu parles d'un sujet qui nous intéresse et qui est un peu à l'ordre du jour. Nous, on sait que tu es très sérieux dans ton apprentissage, et on voudrait s'intéresser à comment tu apprenais les morceaux quand tu t'es remis à cette musique, et est-ce que tu as toujours la même méthode? Comment je fais pour travailler? Alors au début, c'était très dur, parce que lire la musique, j'arrivais pas trop. Donc c'était très laborieux. Au début, quand je commence à choisir un morceau, il faut que, on va dire les 2 premières mesures, il faut que quand j'arrive à les mettre en place, ou quand j'arrivais à les mettre en place au début, que ces 2 premières mesures déjà me donnent envie de continuer. Après, c'est comment mettre les doigts. Alors, j'essaie de déchiffrer le morceau 1 fois, 2 fois, et puis ensuite, une fois que je commence à l'avoir dans les doigts, après je prends le métronome, je mets le métronome, et puis au fur et à mesure, je monte le tempo, jusqu'au moment où j'ai l'impression à peu près de faire quelque chose qui me plaise. C'est plus comme ça que ça marche. Alors après, je sais pas si je mets les accents au bon endroit, je sais pas si, mais voilà, j'essaie de le faire comme ça. Ensuite, seulement, je vais aller écouter.
Sur Internet, on peut trouver plein de trucs, donc je tape le morceau. Comment d'autres l'ont présenté? Comment d'autres l'ont joué? Comment d'autres ont trouvé quelques variations à mettre dessus? Comment ils ont mis les accents? Alors après, je suis pas, j'ai beaucoup de mal par rapport à vous, par exemple, pour analyser, pour avoir une analyse précise d'un morceau sur, voilà, là, il a mis ces accents-là, il a appuyé là, etc. C'est plus, moi je dirais, à l'instinct, enfin ouais, c'est ça, plus à l'instinct, plus la façon dont je ressens moi les choses à l'intérieur. Alors des fois je peux me planter, hein, des fois je peux vouloir faire des trucs, je vais avoir envie de jouer trop vite, puis c'est pas beau. Mais en même temps, j'ai besoin de ça. J'ai besoin des fois voilà, d'aller plus loin. C'est pas beau, on revient, etc. Mais je sais pas si ça répond. Mais j'ai pas l'impression que c'est comme ça se fait presque naturellement. Alors il y a des morceaux que je joue pas. Il y a des morceaux que j'arrive pas. Ouais. Je voudrais me concentrer un peu sur l'état de la musique irlandaise à Rouen quand toi tu étais ici et que tu t'y es mis. Nous, on se doute qu'il y avait déjà des musiciens et des musiciennes. Est-ce qu'ils étaient nombreux? Est-ce que tu participais ou tu entendais régulièrement parler de sessions, d'autres événements? Et puis, est-ce que vous passiez des choses déjà à l'époque? Alors, avant de parler depuis que je fais vraiment de la musique irlandaise, Eric parlait dans son interview du concert du Bossy Band à la salle Sainte-Croix-des-Pelletiers. Eric, moi j'y suis allé. Voilà, je suis désolé. Moi j'y suis allé, je sais pas quel âge j'avais, 16 ans, 17 ans. Voilà, j'y étais. Je suis resté collé contre un des piliers pendant tout le concert. Voilà. Par contre, j'ai aucun souvenir de qui était Molloy devait être là, mais je ne vois personne. J'étais simplement avec mes oreilles. À cette époque-là, j'ai été surpris de découvrir qu'il y avait des musiciens qui faisaient de l'irlandais dans les années 70. Pour moi, ça n'existait pas. C'est un monde qui n'existait pas. À Pont-de-Mer, n'en parlons pas, mais je voyais pas du tout ça à Rouen. Donc j'ai pas du tout croisé sans doute les bonnes personnes. Alors si j'avais croisé les bonnes personnes, je pense à Pierre, etc., même Eric, peut-être que en fait ma vie aurait été carrément changée, peut-être que j'aurais fait complètement autre chose. Pour revenir à 2000-2004, donc moi je suis arrivé sur Rouen. 2005, 2006, 2007, je suis rentré à Galaor. Alors, pour avoir rencontré Philippe Gibaud en 2004-2005 avec l'école de musique de Pont-de-Mer, Philippe Gibaud m'avait dit qu'il y avait un atelier dans Galaor, un atelier qui proposait de jouer de la musique irlandaise, et puis bon, voilà. Donc, je suis arrivé à l'atelier Galaor. La première année, oui, je me souviens, première séance, ça devait être un mardi soir. J'arrive avec mon whistle, il y avait 7-8 personnes dans la salle, donc je connaissais à peu près bien Morrison Jig. C'est le seul morceau que j'ai joué pendant 2 heures. Pour la séance d'après, j'ai dû travailler Will and Jig, je crois, ou un truc comme ça. Donc la deuxième séance, j'ai dû jouer 2 morceaux, Morrison Jig et Vegan. Et alors voilà comment j'ai commencé. Mais ces gens-là sont partis. La deuxième année, je me suis retrouvé tout seul avec un banjoïste qui s'appelait Patrick, je sais plus comment. Et on était tout seuls tous les deux. Et pour moi, le problème, c'était de savoir qu'est-ce que je fais. J'ai commencé à faire un truc. Et puis en général, quand je commence à faire un truc, je vais au bout. Je peux pas m'arrêter. Donc, je vais rester dans Galaor. On n'est que 2, donc pendant, je crois, un ou 2 ans, on se voyait tous les deux, une fois par semaine. Voilà, on avait le métronome, on avait chacun 1, 2 ou 3 morceaux qu'on se proposait de jouer, et on les a joués comme ça. 2 ans après, sont arrivés Aurélien Corneille, violoniste, et Philippe Dubosc, whistler, piper, enfin bon, voilà, il y a plein de cordes à son arc. Et c'est là où l'atelier a commencé à avoir une autre tournure. Il y a des gens qui sont venus, qui se sont raccrochés, et c'est là où on a commencé à pouvoir présenter des on va dire des suites à peu près correctes dans l'atelier. Et c'est à ce moment-là que on a commencé à sortir de l'atelier pour aller à quelques sessions. Alors c'est là où j'ai commencé les sessions nord-Rouen. C'était au Gibier de Potence, les premières où je suis allé. Alors c'est pareil, il y avait le premier cercle. Moi je me mettais bien loin.
en essayant de faire le moins de bruit possible, parce que j'étais quand même loin de pouvoir tenir une session. Mais c'est là où je me suis rendu compte que finalement, je suis pas tout seul. On n'est pas que 4-5 à l'atelier irlandais à faire de la musique irlandaise dans Rouen. Effectivement, il y a des gens qui sont là. Et c'est là où je me suis rendu compte que finalement, il y a du monde à Rouen pour la musique irlandaise. Il y a des gens qui l'apprécient, il y a des gens qui en jouent, et il y a des gens qui ont qui ont un savoir-faire et qui ont des compétences. Parce que nous, dans l'atelier, on n'était pas spécialement formés à la musique irlandaise. On avait suivi personne. Aurélien faisait de la musique, du violon, mais c'est pas sa spécialité. Il est pas non plus, il travaille pas spécialement que ça. Philippe Dubosc, lui, il fait de la musique écossaise, il fait du rock, il fait plein de choses, mais pas spécialement de la musique irlandaise. Et là, tout d'un coup, il y avait des gens qui avaient une culture et une pratique qui semblait harmonieuse, en tout cas dans l'ensemble. Donc quelques sessions au début, mais alors et puis après j'ai un peu coupé parce qu'il fallait que je travaille, parce que à écouter les sessions, on se rend compte très vite que ah oui non, alors si je veux jouer avec eux, il faut que ça soit plus carré, il faut que je monte le tempo aussi des fois peut-être, voilà. Et donc j'y suis revenu il y a 3 ans, peut-être 3 ans, en étant un peu plus assuré dans mon jeu, voilà. Parce que je ne suis qu'un modeste praticien. Ouais. Est-ce que tu pourrais nous dire si tu as initié, toi, ou participé à des projets directement liés à la musique irlandaise? Alors, tu as parlé plusieurs fois de Galaor et de l'atelier irlandais de Galaor. Avant de te poser la question de est-ce que tu as joué dans des groupes ou organisé des choses, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de Galaor, résumer ce que c'est en quelques phrases, et nous parler de l'atelier auquel tu participes toujours, je crois? Ouais. Galaor, c'est une association qui est née, j'ai même pas la date. Il faudrait demander à Philippe Gibaud. Une association qui vise à promouvoir, on va dire, les musiques traditionnelles, quelles qu'elles soient. Et dans cette association, il y a plusieurs éléments. Donc il y a ce qu'on appelle des ateliers. Ça veut dire que c'est des groupes informels où les gens qui ont envie de faire tel type de musique se rassemblent, se mettent ensemble et puis jouent. Donc il y a un atelier de musique, on va dire plus française. Il y a un atelier accordéon, un atelier vieille la roue, et il y a un atelier de musique irlandaise. Quand j'ai commencé l'atelier, en fait, c'était une sorte de session finalement. C'est-à-dire qu'il y avait ce que je disais tout à l'heure, il y avait 5-6 personnes qui étaient là, qui se connaissaient, qui avaient le même répertoire, et donc c'était tous les 15 jours, je crois, à l'époque, toutes les semaines, je sais plus. Et en fait, ils reprenaient leurs morceaux, ils les jouaient entre eux, etc. Bon, voilà, ça restait là. Après, pendant les 2 années où j'étais tout seul avec Patrick, là, par contre, pour nous, c'était plus travailler. Et moi, j'avais besoin que l'atelier continue, parce que sinon, je ne savais pas du tout où j'aurais pu jouer de la musique irlandaise. Donc, j'ai réussi à faire survivre l'atelier comme ça, quand après, d'autres personnes sont arrivées. Et avec Aurélien et Philippe Dubosc, quand on a commencé à travailler tous les trois avec d'autres, mais c'est vrai que là, on a commencé à construire des sets. Et donc, chaque année, on se débrouillait pour avoir une douzaine de suites, reel, jig, hornpipe, polka, voilà, essayer on va dire, de ratisser un peu ce qu'on pouvait faire en musique irlandaise. Mais dans un premier temps, on jouait juste pour nous. Et puis, l'avantage de Galaor, en tout cas, c'est que tous ces petits groupes comme ça qui fonctionnent au sein de l'association se réunissent une fois tous les 2 mois, un mercredi soir, pour organiser, on va dire, un petit bal. Donc ça se passe à la MJC Rive Gauche. Donc tout le monde est là, chacun joue 3-4 morceaux l'un après l'autre, et pendant ce temps-là, ceux qui ne jouent pas se mettent au milieu et peuvent danser. Donc il y a l'atelier vieille la roue, il y a différentes combinaisons comme ça qui peuvent s'installer. Et quand on a commencé à mettre au point quelques sets avec l'atelier Galaor, on a commencé à faire 2-3 morceaux dans ce petit bal.
On nous demande pas d'avoir un niveau technique particulier, mais si ce n'est simplement de pouvoir faire vivre pendant quelques instants voilà, une suite de danse. Alors avec les gigs, bon, pour faire un cercle circassien, c'est très simple. Donc on a surtout commencé avec ça. Et puis au fur et à mesure, on prend de l'assurance. Et puis c'est vrai que à partir de, il y a 3-4 ans, le niveau technique des gens étant en progression, on a commencé à essayer de sortir de ce petit moment festif. Alors Aurélien est parti faire d'autres choses, Philippe Dubosc il a bifurqué sur d'autres trucs, même si apparemment, enfin, il revient là depuis quelques mois. Et donc le groupe est complètement différent, avec d'autres personnes qui ont plein de qualités. Là, on a commencé à tourner, enfin à faire pas mal de choses, mais avec la danse. C'est-à-dire qu'on a la chance d'avoir dans l'atelier Galore, il y a un de nos guitaristes qui, en même temps, s'y connaît pas mal en danse. Alors c'est pas forcément des danses typiquement irlandaises, mais c'est des danses des danses collectives. Donc on a fait pas mal de prestations. Là maintenant, on arrive on va dire, à tenir la route dans ce domaine-là. Ghislain, pour pas le citer. Voilà, bravo Ghislain. Est-ce que tu considères que tu transmets des choses au sein de cet atelier, que tu apprends des choses aux autres gens? Est-ce que tu penses que tu peux considérer que tu as enseigné ou transmis au sein de Galore ou ailleurs d'ailleurs de la musique irlandaise? Non, je dirais pas que je transmets non, au sein de Galore. Je le fais dans le sport, parce que là je suis sûr de ma maîtrise. Là je transmets mais en musique irlandaise, non, je transmets pas. La seule chose que je fais, si je fais quelque chose, c'est juste essayer de faire vivre la structure, faire que les gens qui viennent aient envie de rester, parce que moi j'en ai besoin, parce que ça me permet de jouer. Et puis si les gens qui viennent restent, et si on peut faire des choses ensemble, voilà, pour moi ça va jusque là. Mais transmettre, non, je sais pas. Je pense pas que je transmette grand chose dans l'atelier. Je suis plutôt là juste pour pour que la structure puisse exister. Mais en même temps, dans l'atelier, il n'y a pas de rôle. Chacun amène ce qu'il veut. Il n'y a pas une direction. Il n'y a pas une direction qui est prise par l'un d'entre nous et puis voilà. Chacun peut dire tiens, moi je veux ça, moi je veux ça, moi je veux ça. Est-ce qu'en dehors de l'atelier de Galore, tu as participé ou initié des projets comme des groupes ou des sessions que tu aurais organisées par toi-même? Non, jamais. Jamais. La réponse va être très courte. Non, pas du tout. Est-ce que jouer en groupe, c'est quelque chose qui... quelque part, vous le faites déjà, puisque vous faites des prestations avec Galore, c'est globalement jouer en groupe, à dire vrai. Oui. Mais moi, enfin non, oui. Mais je vois pas ça comme un groupe, en fait. Pour moi, un groupe, il faudrait rajouter une construction qu'on n'a peut-être pas encore dans l'atelier, qui est une construction à partir de la ligne mélodique, qui est une construction voilà, qu'on soit pas tous forcément en train, parce que quand on joue avec Galore, c'est vrai que pour l'instant on joue pratiquement tous à l'unisson, à part sur certains trucs où on arrive à trouver des contre-chants ou des secondes voix, des choses comme ça, mais c'est plus ça. Non, ça me fait plus penser à un moment de session, voilà, ou un peu plus organisé, si on va dire, même si les sessions sont organisées. Enfin, j'ai l'impression. C'est plus ça en fait qu'un vrai groupe. Pour moi, on n'est pas vraiment un groupe. Est-ce que tu as déjà participé, ou est-ce que tu participes toujours d'ailleurs, à des festivals de musique irlandaise? Non. Alors pourquoi non? Parce que j'ai pas le temps, c'est ça. Bon, j'ai une vie privée bien remplie. Et puis non, je fais plein d'autres choses à côté. Et, non, j'ai pas le temps de me lancer mais j'adorerais faire passer une semaine juste pour ça. J'adorerais. Mais bientôt peut-être. Le futur. Peut-être. Selon toi, comment se porte la musique traditionnelle irlandaise à Rouen actuellement? Moi, je trouve qu'elle se porte drôlement bien. Il
j'ai été surpris. J'ai été surpris d'abord de voir en session un nombre incroyable de personnes. Il y a certaines sessions pour lesquelles on était vraiment trop nombreux par rapport au local, pas par rapport aux musiciens, trop nombreux ou très nombreux quand le local permettait de le faire. Je suis épaté par la moyenne d'âge aussi des gens qui viennent en session jouer. Je trouve ça génial parce que bon, les anciens, c'est bien, ça y est, on a fait notre temps, mais il y a toute une frange de population trentenaire, quarantenaire qui est là et qui, ça c'est génial. Et puis, alors en même temps, je voyais la même chose, le fameux petit bal de Galaor. Pendant de nombreuses années, on va dire que la moyenne d'âge des danseurs était un peu, on va dire, c'est des gens, voilà, qui avaient connu les années 70, on va dire. Alors qu'il y a, depuis quelque temps, 2 ans, 3 ans, on voit des gens qui viennent de l'extérieur, qui ont effectivement aussi une moyenne d'âge beaucoup plus basse que celle qu'il y avait avant. Donc j'ai l'impression que, il y a une sorte un frémissement, dans le monde rouennais autour de, bon, peut-être pas que de la musique irlandaise, mais en tout cas de la musique traditionnelle et des danses aussi qui vont avec. Et je trouve ça vachement agréable. Vraiment agréable. Voilà, ça c'est bien ça. On s'approche doucement de mes dernières questions. Il y en a une qui me semble essentielle, surtout au vu de tout ce que tu nous as raconté. Quelle est ta vision personnelle de la musique irlandaise et dans quel objectif tu la pratiques ? Ma vision de la musique irlandaise, c'est quoi pour moi la musique irlandaise ? Je crois que c'est un bout de ma vie en fait. C'est un bout de ma vie intérieure. C'est une façon de. Pour moi, la musique irlandaise, c'est la cristallisation en son ou en notes de mes sentiments intérieurs. Il y a que cette musique-là dans laquelle je me retrouve à ce point-là. Voilà, pour moi c'est ça la musique irlandaise. Et la deuxième question, c'était quoi ? Je me souviens plus. C'était dans quel objectif tu la pratiques ? Dans quel objectif personnel, je la pratique ? Disons. Je la pratique pour m'apaiser, je crois, dans un premier temps. Ça, c'est le premier truc, parce que ça me fait du bien. C'est comme le chat qui ronronne. Il paraît qu'on dit que le chat il ronronne, et en même temps, les ronronnements, il y a des ondes qui passent, et ça le... Voilà. Je crois que c'est ça aussi, premier point. Et le deuxième point, pourquoi je pratique la musique irlandaise ? Alors, non, il y aurait plein d'autres points. Alors, le premier, c'est celui-là, c'est sûr. Le deuxième, on n'en a pas parlé pendant l'interview, mais c'est aussi, j'adore l'histoire, avec un grand H. Pour moi, la musique irlandaise, c'est aussi un lien avec l'histoire. Alors, j'adore l'histoire du Moyen-Âge, et j'ai toujours l'impression, quand je joue de la musique irlandaise, que je suis en train d'essayer de retrouver une partie de ce monde-là. Alors, je la joue aussi parce qu'il y a besoin de gens pour jouer avec. On peut avoir un instrument chez soi et puis jouer tout seul, c'est très bien, mais il y a un moment où c'est insuffisant. Et le fait de jouer avec d'autres personnes, c'est aussi ça qui fait l'attrait de cette musique-là pour moi. Je joue aussi parce que j'ai besoin des autres, malgré tout. Même si des fois je suis un peu solitaire, mais j'ai besoin des autres quand même dans la vie. Et donc, la musique irlandaise, c'est un bon moyen aussi de créer des liens avec des gens. On te connaît, nous, à travers les sessions et les ateliers auxquels tu participes, et on sait que tu apportes souvent des connaissances, des anecdotes, ou en tout cas des contextes historiques aux morceaux. Et tu parlais au tout début de l'interview et de ton apprentissage du choc de chants irlandais et notamment de leur portée politique et historique. Est-ce que tu pourrais nous expliquer si tu as eu une démarche entre guillemets de recherche sur tous ces sujets et est-ce que ça t'apporte au sein de ta pratique toi de la musique ou d'ailleurs de ton écoute de cette musique-là ? Je crois qu'il y a un rapport à l'histoire. Et puis un rapport à la politique en général. Enfin, je parlais de politique, mais c'est vraiment ça, c'est vraiment la politique en général. Une anecdote. La première fois que j'ai regardé la télévision, je devais avoir 9 ans. Mes parents avaient loué un appareil noir et blanc
On habitait encore à Annecy, en Haute-Savoie. C'était sans doute pour Noël, d'après ce que mon père m'a raconté. Donc il avait loué une télévision noir et blanc, et le premier truc que j'ai vu, c'est un Laurel et Hardy, avec Laurel tout mince, Hardy tout gros, et Hardy qui n'arrêtait pas de mettre Laurel en boîte. Quand j'ai vu ça la première fois à la télévision, ça m'a fait pleurer. Je ne supportais pas que Laurel fasse mal à Hardy, qui lui n'avait rien fait. Voilà. Et je crois que, en fait, tout le temps, c'est ce sentiment-là, il m'a jamais quitté. Et c'est vrai que quand après, en rentrant un peu plus dans une réflexion, on va dire politique, parler de l'Irlande du Nord et des catholiques à Belfast ou à Londonderry, voilà. Pour moi, c'était la même chose, que je retrouvais cette sensation qui m'avait fait que j'aime pas ressentir. Donc ça c'est ma vie. Enfin oui, ma vie politique, elle est basée là-dessus en fait. C'est bizarre, mais c'est ça. Alors après, on peut voir Robin des Bois sauver la veuve et l'orphelin, etc. Tout ce qu'on veut. Mais en fait, oui, c'est ça. Voilà, ça part de cette idée-là. Alors, les chansons irlandaises, en fait, elles racontent que ça tout le temps. Rocky Road to Dublin, par exemple, qu'on a fait avec l'atelier Mira. Bon, pareil, les paroles, c'est un pauvre gars. Ouais, c'est pas de sa faute. Il est obligé de partir de là où il habite. Il est obligé de traverser pour aller en Angleterre pour survivre. Mais voilà. Et en fait, tout est comme ça. Et pour moi, les chansons irlandaises, c'est ça. Alors, le lien après, mais je crois que je suis parti très loin de ta question, Simon. Tu peux me recentrer ou pas? En dehors de l'aspect politique, il y avait aussi tout l'aspect, ce que ça t'apporte à toi de faire des recherches sur l'histoire, notamment des morceaux, alors, même des airs d'ailleurs, sur lesquels t'apportes souvent des choses à l'atelier. Dans l'atelier, vous avez une expérience technique qui est absolument fantastique. Qu'est-ce que je peux rajouter de plus à... Je me suis dit, moi j'adore l'histoire et j'adore savoir d'où ça vient, enfin d'où vient cet air, quand est-ce qu'il est... et c'est ce qu'on fait tous quand on commence à regarder, quand est-ce qu'il est sorti, est-ce qu'il est dans le O'Neill, est-ce qu'on le retrouve avant dans le Petri, voilà. Et c'est vrai que dans l'atelier Mirage, j'adore ce moment-là parce que je vous laisse vous occuper de la partie, on va dire, purement technique, mélodique, etc. Et moi, je m'amuse à essayer de trouver une anecdote sur le morceau ou une anecdote sur la personne qui parle. J'ai le souvenir de quand vous avez proposé un morceau de Caroline. Je me suis dit, bon, je vais regarder sur Caroline, je trouvais un truc. Mais en réalité, quand j'ai commencé à regarder sur Caroline, j'ai pas pu m'empêcher, et on ne peut pas s'empêcher, d'aller chercher la vie quotidienne en Irlande au XVIIe. Et puis, en même temps, il y a l'histoire de l'harpe avec Caroline. L'harpe qui a une histoire en Irlande. Et en fait, on se rend compte quand on prend un sujet tout simple, en Caroline, il a fait, nous on joue tel morceau. C'est-à-dire que quand on tire une ficelle, finalement, il y a plein de portes qui s'ouvrent et puis tout est en lien, est en lien avec tout. Et pour les chansons irlandaises, je pense que c'est la même chose. Moi ça me fascine, j'aime bien, j'adore ça. C'est comme ça. J'ai une dernière question pour toi. Quel conseil tu donnerais à un musicien ou une musicienne qui débute, voire qui découvre la musique irlandaise et qui voudrait s'y mettre? L'association Mira, ça c'est très bien. Quand même. Ou alors Galaor, mais c'est mieux d'avoir déjà un peu une maîtrise de son instrument. Sinon, à part ça, en réalité, écoutez. Écouter plein de choses différentes en musique irlandaise, ne pas avoir peur de démarrer un instrument quel qu'il soit. Alors il y en a qui sont plus simples que d'autres, quand même. Le tin whistle comparé au violon, c'est quand même plus simple au départ. Après, c'est autre chose. Voilà. Mais écouter beaucoup de choses et puis surtout se lancer, ne pas hésiter.
Ne pas hésiter. En fait, c'est peut-être ça que j'aurais jamais dû. C'est peut-être ça que j'ai pas fait finalement. J'ai trop hésité quand j'étais ado et finalement, voilà, il a fallu que j'attende 30 ans plus tard pour redémarrer. J'ai peut-être perdu du temps. Eh ben, merci beaucoup, Antoine. Merci pour ton temps, pour toutes tes réponses. Et puis, je te propose qu'on se voit très vite en session, probablement, ou en atelier. En tout cas, avec un whistle à la main pour toi. Oui, pour l'instant. Ouais. Bah, okay. Merci Simon, merci Martial. J'ai été vraiment surpris et puis très honoré de cette invitation en tout cas. Merci beaucoup.